Bonjour Alice, je suis contente de te recevoir aujourd'hui dans les locaux de Janssens Immobilier pour parler un petit peu avec toi du cancer du sein. Janssens Immobilier, c'est une entreprise qui est très engagée sur ce sujet-là parce qu'elle a été touchée de près ou de loin par cette maladie et il est très important aujourd'hui pour nous de pouvoir travailler avec des personnes qui vont être en capacité de nous accompagner sur ce sujet-là, de pouvoir nous aider à avoir des clés, des outils. Et aujourd'hui, on a fait appel à toi, qui est donc mannequin et autrice, donc Guéri par ton amour qui est sorti il y a 2 ans, pour que tu puisses nous faire un petit peu part de ton expérience et puis de tes conseils par rapport à ce sujet. Est-ce que tu pourrais peut-être commencer par te présenter et nous raconter ton parcours? Bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Alice de Tolenaer, j'ai 36 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 2 ans. Et comme tu le disais, bon, j'ai surtout été mannequin, même si je continue toujours de travailler avec mon image. Mais j'ai été touchée par un cancer du sein quand j'avais 32 ans et forcément, ça a changé ma façon de travailler, mon rapport à la vie et mon rapport à la féminité. Et puis, donc j'ai quand même eu cette chance d'être diagnostiquée tôt, même très tôt, ce qui fait que le cancer était resté localisé et en plus il n'avait pas eu le temps de devenir agressif. Donc j'ai eu une ablation avec une reconstruction au sein gauche et puis on a identifié chez moi un terrain génétique. Dans un second temps, j'ai fait retirer mon deuxième sein de façon préventive. Et comment, par exemple, tu parlais des facteurs et des risques, comment pour toi c'est important de pouvoir les identifier et comment tu peux les définir en amont, comment tu peux savoir en fait quand c'est le moment de te faire dépister et quels sont les risques pour ça? Alors, les facteurs de risque, alors il y en a qui sont très connus, hein, déjà, on va dire les habitudes de vie, c'est-à-dire que bah, si on boit, si on fume, si on fait peu d'activité physique, voilà, il y a ceux-là, ils sont évidents. Après, il y a l'âge. Effectivement, plus on avance dans le temps et plus forcément notre corps est impacté par notre environnement. Ça paraît bête de le dire, mais il faut quand même le dire, bon, c'est le genre, parce que forcément les femmes sont beaucoup plus touchées par le cancer du sein, mais les hommes aussi sont Mhm. concernés. Je le dis parce que c'est important de ne pas les exclure. 1% des cancers du sein se déclarent chez les hommes. Et les pauvres, ils subissent des retards de diagnostic et souvent chez eux, ça prend des formes graves puisqu'on n'arrive pas à le détecter. Et pourquoi les hommes sont également touchés? C'est parce que il y a aussi un facteur de risque qui est la prédisposition génétique. Donc, je sais de quoi je parle parce que Mhm. moi-même, j'ai cette prédisposition. Euh, la prédisposition, donc les signes, les indices qui peuvent justement laisser penser à une prédisposition, ça va être quand dans une famille il y a beaucoup de cancers, enfin, plusieurs cancers, notamment liés à la féminité, donc ça veut dire les ovaires ou chez l'homme la prostate par exemple. Parce que, encore une fois, c'est pour ça que c'est important d'inclure les hommes. Euh, les hommes sont transmetteurs aussi de prédispositions génétiques, Mhm. et notamment celle du sein. On n'en parle pas suffisamment. On n'en parle pas, on ne le sait pas, de toute façon. Euh, donc voilà, quand il y a pas mal de cancers dans une famille, c'est un indice. Quand les cancers surviennent tôt, ça a été mon cas, puisqu'à 32 ans, c'est quand même assez rare de développer un cancer du sein, même si on est de plus en plus de jeunes femmes. Mhm. Euh, Aussi, quand les hommes sont touchés par un cancer du sein, c'est un indice de prédisposition. Et puis, quand les cancers du sein sont bilatéraux chez une femme, c'est-à-dire qu'ils sont des deux côtés, on se pose quand même la question de savoir s'il n'y a pas un terrain génétique, puisque la foudre Mhm. frappe pas souvent au même Bien endroit, deux sûr. fois au même endroit, quoi. Voilà. Et au niveau du dépistage, est-ce qu'il y a par exemple des âges, à partir d'un certain âge pour une femme, il y a un réflexe qu'il faut absolument le faire? Est-ce qu'il y a des manières de le faire soi-même? Est-ce qu'il y a, c'est dans certains types de structures, enfin voilà, avec qui on peut en parler? Comment ça se passe? Bah, le dépistage, souvent, on l'associe tout de suite à la mammographie, alors qu'il n'existe pas que la mammographie. Mais par contre, c'est vraiment important d'aller la pratiquer. La mammographie, donc la recommandation du ministère de la Santé, c'est à partir de 50 ans jusqu'à 74 ans, tous les 2 ans. Les femmes sont invitées à le faire, c'est gratuit, c'est complètement pris en charge par la sécurité sociale, mais il n'est pas exclu d'aller passer une mammographie avant. Hmm. Et ça, il faut en discuter avec son gynécologue. De toute façon, là, il y a des grandes études d'un point de vue européen qui sont en train d'être menées
pour déterminer à quel âge on va abaisser le dépistage national, parce qu'on se rend compte que 50 ans, c'est voilà, Un peu tard. un peu tard, effectivement. Donc, on peut aller passer des mammographies plus tôt. On peut même commencer en fonction de ces facteurs de risque à 30 ans, 35 ans. On peut y aller pour se rassurer. Il ne faut pas y aller tous les mois non plus. Et puis, on peut se faire, enfin, on peut recevoir une ordonnance de la part d'une sage-femme, d'un gynécologue, du médecin traitant. Et d'ailleurs, chez eux, à partir de 25 ans, il faut aller passer tous les ans une surveillance clinique. C'est-à-dire, donc c'est une palpation faite par un professionnel et une observation visuelle. Parce que détecter une anomalie, alors oui, ça peut être au toucher. Moi-même, j'ai détecté que j'avais une anomalie au toucher parce que c'était une boule. Après, bah, tous les cancers ne se manifestent pas De sous la la même forme manière, d'une bien sûr. boule. Ça peut être une rétractation de la peau, une forme un peu étrange, un changement de couleur ou un écoulement anormal. Donc, si vous avez une de ces choses, vous n'hésitez surtout pas à aller chez un professionnel de santé. Et donc, voilà, aller chez le professionnel de santé pour faire cette surveillance clinique tous les ans à partir de 25 ans, c'est les recommandations. Première recommandation personnelle, c'est en fait, soyez proactif de votre santé parce que on va pas souvent chez le docteur et spontanément, il va nous proposer une palpation. Vous, n'hésitez pas à le faire parce que c'est votre santé, c'est ce que vous avez de Mmh. plus important et en fait, c'est votre droit. Donc, il faut vraiment pas hésiter à aller enfoncer des portes, demander une mammographie et même, je vais le dire, on peut passer une mammographie sans ordonnance. Elle sera enfin, elle sera pas prise en Oui, bien charge sûr. par la sécurité sociale, mais on peut. On peut complètement passer la porte d'un radiologue et dire je voudrais une mammographie. Et dans un secteur 1, vous la paierez 67 € de votre poche. Voilà, Oui, c'est une solution aussi. exactement. Et puis, la méthode de dépistage donc, que je recommande à tout le monde et qui doit s'éduquer très tôt, c'est la palpation, Mmh. le fait de se toucher, de reconnaître les changements dans notre corps. Voilà. Et la dernière méthode de dépistage, comme je le disais tout à l'heure, c'est la méthode de dépistage génétique. Et celle-ci, elle détecte non pas la présence d'une anomalie, mais la présence d'un risque. Justement, c'est anticiper la Mmh. maladie, pas attendre qu'elle se déclare. Et si vous pensez que vous êtes à risque bah, d'avoir une prédisposition, dans ces cas-là, il faut aller remplir un formulaire sur le site de l'Institut Curie ou sur le site de Gustave Roussy, en fait, dans les grands pôles de lutte contre le cancer qui ont un secteur génétique. Et donc, vous ouvrez un dossier de recherche et vous en faites la demande et vous saurez. Si toutefois, par exemple, au sein d'une entreprise, donc pour le coup, Janssen Immobilier pour l'exemple, il y a par exemple quelqu'un qui est touché de près ou de loin par le cancer du sein, donc soit personnellement, soit par un proche. Quels sont les conseils que tu peux apporter justement, que ce soit, je sais pas, aux responsables, que ce soit aux fondateurs, ou que ce soit aux équipes de manière générale, de salariés à salariés, pour justement accompagner une personne qui a été touchée, pour pouvoir la recevoir, par exemple, après un arrêt ou quelque chose. Comment faire pour trouver les bons mots et le bon accompagnement? Alors, le sujet de l'après-maladie, de l'après-cancer, c'est un vrai sujet. Et c'est vrai que c'est pas facile. Et c'est bien de pouvoir soulever cette question qui est cruciale, tant pour le côté personnel que professionnel. Il faut se dire que la période des traitements ou des opérations, elle est dure psychologiquement, mais l'après-période, elle est encore plus dure. Et ça, on ne le sait pas beaucoup, parce que bah, si on n'est pas confronté à la maladie, Mmh. on n'en a aucune idée. Et puis si on est dedans, à aucun moment on peut nous prévenir de ça. Donc c'est-à-dire que le moment à laquelle, enfin, l'instant qu'on attend avec impatience quand on traverse toutes ces épreuves, c'est d'en avoir fini avec tout ça. Sauf que quand on en a terminé, ben, on pense qu'on va retrouver sa vie alors que non. La vie, elle a changé. Vivre après une chimiothérapie, c'est plus la vie d'avant. Mmh. Et puis après un traumatisme bah, psychologique aussi. Et c'est pour ça que les personnes qui arrivent dans cette période, elles vivent une désillusion, une période de stress post-traumatique et puis beaucoup de culpabilité parce qu'au moment où elles pensent qu'elles devraient aller bien, elles vont pas bien. Mmh. Donc c'est bien une fois qu'on reçoit l'info, qu'on a l'information en tant que patron ou en tant que collaborateur, bah, de pouvoir anticiper là-dessus. En fait, de tendre la main à la personne et de ne pas attendre en fait que la personne s'effondre ou qu'elle demande de l'aide. Et donc ça passe par de la communication,
par de la bienveillance et puis essayer d'aménager en fait quelque chose autour de cette personne-là en fonction de ses nouveaux besoins. Donc il ne faut pas forcément avoir peur d'aller vers la personne, au contraire, peut-être qu'elle est en attente et qu'elle n'ose pas. Il faut pas avoir peur, exactement. Je pense que faut y aller doucement, bien sûr. Faut prendre beaucoup de précautions parce que chaque personne est différente. Il y en a qui vont avoir peut-être besoin de se livrer énormément et d'autres moins. Euh, mais en tout cas, euh, les personnes qui sont dans cette situation-là, en fait, elles n'ont pas de recul sur Mhm. elles-mêmes. Elles ont besoin qu'on les aide à prendre du recul. Donc il faut surtout pas avoir peur justement d'y aller. Et là, donc, on a vraiment pu voir un petit peu quels étaient les différents points importants à aborder par rapport au cancer du sein. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, pour toi, c'est très important de briser ce tabou-là? J'en entends de plus en plus parler, donc ce tabou est de moins en moins tabou, justement. Pourquoi c'est important de continuer à en parler, de toujours sensibiliser? Voilà, quel est ton message à toi que tu voudrais vraiment faire passer par rapport par rapport au cancer du sein? Bah, c'est ultra important de continuer la prévention et de continuer à parler du cancer du sein parce que depuis plusieurs années, on s'est beaucoup rassuré en disant le cancer du sein se guérit 9 fois sur 10. Alors que ça, c'est vraiment un abus de langage parce qu'il n'existe pas un cancer du sein, il en existe plusieurs. Et en fait, il y en a des très agressifs, il y en a des plutôt gentils. Mais le seul facteur que nous, on maîtrise, ça va pas être c'est pas celui de savoir quel cancer on va avoir, c'est le temps en fait, c'est le temps du dépistage. Et plus il est détecté tôt, et plus on a des chances de le guérir. Mais un cancer gentil qu'on a laissé s'étendre, c'est un cancer qui peut tuer ou faire beaucoup de dégâts. Et inversement, s'il est très agressif mais pris à temps, pardon, s'il est très agressif mais pris à temps, bah on le guérit. Donc déjà, il y a cette idée voilà, de ne pas se rassurer trop autour du cancer du sein, de se dire c'est quand même quelque chose de sérieux. Parce que être guéri, ça ne veut pas dire être rétabli. Oui, on le guérit 9 fois sur 10. Mais ça ne veut pas dire que la Mhm. vie, elle est la même après. Et puis, je pense qu'on a eu justement, on a tellement rassuré les femmes qu'aujourd'hui, il n'y en a pas une sur deux qui va se faire dépister alors qu'elle devrait le faire. Donc, moi, je sais pas, j'assiste tout le temps à des congrès sur la recherche. Je m'investis auprès de mon association en ruban rose, dont je suis la marraine. Je m'investis auprès des femmes et je suis contente de voir toute l'avancée, même ce que vous faites là, juste de faire de la prévention pour vos employés et même au-delà. Je trouve que c'est génial. Mais tout ça, on le met en place, c'est super. Mais si les femmes ne vont pas se faire dépister, ça sert à rien. Vous faites votre travail. Mhm. Vous êtes là, vous faites de la prévention, alors que vous avez une boîte d'immobilier, c'est génial. Franchement, vous prenez le sujet en main. Les chercheurs font leur travail, les médecins font leur travail. Nous, en tant que femmes, notre seul travail, c'est d'aller nous faire dépister. Donc il faut vraiment qu'on y aille parce que on a tout à gagner à aller se faire dépister. Merci beaucoup Alice pour ces réponses. On rappelle donc le livre que tu as écrit, que tu as sorti il y a 2 ans avec donc préfacé par Camille Lacour, donc ton conjoint. Merci encore pour toutes tes réponses, merci aussi pour toutes tes actions. Et puis on espère qu'on aura apporté des réponses à plusieurs collaborateurs. Merci, merci beaucoup.